Alors, nous allons poursuivre notre soirée. Je voulais déjà juste prendre un peu la température auprès de Dominique. Ça va, Dominique? Jusque-là, c'est bon? Il va passer une soirée peut-être un peu compliquée. Alors, déjà, je voudrais vous expliquer pourquoi je me trouve devant vous ce soir. J'ai rencontré Dominique il y a un peu plus de 12 ans au CJD. Qu'est-ce que c'est le CJD? C'est le Centre de jeunes dirigeants d'entreprise. C'est une association de dirigeants qui réunit des dirigeants d'entreprise qui viennent pour se former, pour se perfectionner dans leur métier de dirigeant et pour partager leurs bonnes pratiques. Je crois qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Ils sont un peu endormis. Alors, à l'époque, Dominique venait de créer Charme-Ossature et moi, je venais de reprendre ma première entreprise. Et puis, pendant toutes ces années, nous nous sommes suivis professionnellement, personnellement et sportivement. Alors, sportivement, en fait, il y en a un de nous deux qui fait du triathlon et l'autre qui l'encourage. Et il le fait très bien, d'ailleurs. Alors, Dominique m'a confié 2 missions ce soir. La première, c'est d'assurer l'animation de la soirée, et puis la deuxième, c'est de parler du thème de cette soirée. Le thème de cette soirée, vous l'avez reçu normalement avec votre invitation sur ce petit support de téléphone qui trône peut-être sur votre bureau. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. L'origine de mon intervention ce soir, c'est une discussion que j'ai eue avec Dominique il y a quelques mois. Dominique me dit, tu sais, le 29 septembre, j'aimerais bien que tu parles de tout ce qui est hors norme. Parce que, en fait, tu fais des trucs hors normes. Tes triathlons de dingue, là, c'est vraiment des trucs hors normes. Je ne sais pas comment tu fais, c'est incroyable. Alors, j'ai regardé Dominique un peu surpris et je lui ai dit, mais Dominique, t'es sérieux? C'est toi qui me parles de hors normes? Je te rappelle quand même que tu as construit une usine de 6000 m² à Étalon. En 2022, tu démarres la construction d'une deuxième usine à Haute-Chaux de 6000 m² également. La première usine brûle le 19 juillet. Tu relances la construction, tu reconstruis l'usine en 8 mois. Tu accélères les travaux pour finir l'usine d'Haute-Chaux pour le mois de décembre. Et en parallèle, tu construis aussi ta maison. Et ça, c'est pas hors norme peut-être, Dominique? Donc, l'hors norme, c'est vraiment qu'une question de perception. On a tous, je pense, nos normes, nos limites. Et comme on dit souvent, nos limites, ce sont celles qu'on se fixe. Moi, je crois que nous sommes toutes et tous capables de faire des choses exceptionnelles. Nous avons tous des capacités insoupçonnées pour réaliser des choses incroyables, pour réaliser nos envies, nos projets et pourquoi pas nos rêves. Alors, si on revient sur le sujet de la résilience, puisqu'il s'agit de la résilience, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, je crois qu'on en a parlé juste avant. La résilience ou la capacité à surmonter les mauvaises expériences, la capacité à surmonter les traumatismes. On dit souvent que la vie, c'est 20% ce qui nous arrive et 80% la façon dont nous réagissons aux événements. Et je voudrais vous passer une publicité qui date un petit peu. Alors, la plupart d'entre vous la connaissent. C'est une publicité qui a marqué son temps parce que cette publicité parle quand même vraiment de résilience. Bravo. Merci, monsieur le proviseur. Ah, Guy Degraine. Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy Degraine, levez-vous, a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous, monsieur Guy Degraine a la passion des plats, des couverts. Mon pauvre Guy Degraine, c'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Des couverts avec des manches en couleur. Guy Degraine, vous ne réussirez jamais dans la vie. Guy Degraine? Il est aujourd'hui le premier. Alors, comme Guy Degraine, je crois que Dominique n'était pas le premier de sa classe. Mais comme Guy Degraine, Dominique est aujourd'hui le premier. Ou plutôt, Charme-Ossature est aujourd'hui le premier site industriel français de fabrication d'éléments d'ossature bois. Et je pense qu'on peut les applaudir. En fait, j'ai choisi cette publicité parce que quand Dominique m'explique son parcours scolaire, j'ai l'impression que Dominique, c'est un peu le Guy Degraine des talents. Il m'explique de toute façon, moi quand j'étais à l'école, j'étais en échec scolaire. Je reprends ces mots, il m'a dit, les profs me disaient que j'étais nul. Alors, les profs qui disaient nul, qui disaient à ce petit garçon qu'il était nul, je vous laisse chercher Dominique sur la photo. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas?
Ah, il est plutôt sur le dessus. Il est là. Là, tu t'y attendais pas à celle-là, Dominique. Hein. Attends, c'est pas fini. Là, vous le verrez un petit peu mieux ici. Oh là là, ça y est, c'est parti. Il est avec Patrick et Gilles, ses frères. Donc, il est au milieu. Hein. On reconnaît un petit peu le plissement de sourcil. Vous ne trouvez pas? Alors, le petit garçon qui est ici, il a quand même réagi parce qu'il n'a pas écouté ce que lui ont dit ses profs. Il est allé en filière professionnelle, donc il est passé de dernier de la classe en 5e à premier de la classe en CAP. Quand même. Et après, il est arrivé sur le marché du travail. Si tu veux que je l'enlève, tu me le dis, hein, la photo. Et je vous la laisse, elle est bien, moi je trouve qu'elle est bien. Donc il s'est retrouvé premier de la classe, et puis après, il est arrivé sur le marché du travail, et à force justement de travail et de détermination, et le courage qu'on lui connaît, il a gravi les échelons, et il s'est retrouvé en fait à un poste clé, un poste très important dans une société de fabrication de maisons ossature bois. À l'époque, il était responsable de toute la partie production, mais également responsable de toute l'installation des maisons sur chantier. Et un jour, après plusieurs années d'expérience, d'expérience dans cette entreprise, son patron a pris une décision. Il a décidé en fait de retirer une bonne partie de ses responsabilités à Dominique. Et alors, je ne sais pas si c'était pour justifier de sa décision, il a eu cette phrase, on va dire malheureuse, qui résonne encore dans la tête de Dominique. Il lui a dit « Dominique, tu sais produire, mais tu ne sais pas compter ». Alors, on peut imaginer la détermination que Dominique a dû avoir, les capacités qu'il a dû développer pour surmonter les phrases humiliantes de ses professeurs et puis ce manque de reconnaissance de son patron. Et tout ça pour réussir à créer Charme Ossature. Parce que je vous assure que Charme Ossature, Dominique n'en avait pas rêvé, même dans ses rêves les plus fous. Il n'avait jamais imaginé pouvoir être à la tête d'une entreprise comme ça quand il était enfant. Alors bien sûr, pour arriver à ça, il a pris des risques. Il est allé vers l'inconnu et il est sorti clairement de sa zone de confort. Quand vous en parlez à Dominique, il vous dit de toute façon, si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne peux pas progresser. Il y a quelqu'un qui a assez bien résumé cette notion de sortir de sa zone de confort et de faire des choses nouvelles. C'est Albert Einstein, puisque Albert Einstein nous dit la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, si on veut obtenir un résultat différent, il faut quand même réussir à changer un peu son mode de fonctionnement. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument faire évoluer pour obtenir des résultats différents, c'est son cerveau. Il faut muscler son cerveau. Alors muscler son cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait lui permettre de fonctionner différemment et puis de vous permettre d'atteindre vos objectifs, d'aller vers des choses nouvelles. Notre cerveau, on peut le faire évoluer à tout âge, contrairement à ce qu'on pourrait dire des fois. On peut le muscler, quel que soit notre âge. Et alors, quelques données scientifiques sur notre cerveau. Notre cerveau représente 2% de notre masse corporelle et il consomme quand même 20% de notre énergie. Notre cerveau prend 35 000 décisions par jour environ. Et 99,7% de ces décisions sont prises par notre cerveau sans que vous en ayez conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous reste que 0,3% des décisions de votre cerveau pour changer, pour initier des changements, pour aller vers de nouveaux projets. Pour poursuivre, concernant le cerveau, les spécialistes des neurosciences nous expliquent que dans notre cerveau, nous avons deux pilotes. Un pilote exécutif qui a besoin de sens et de cohérence, et un pilote protecteur qui a besoin de préservation de soi et de sécurité. Et les interactions entre ces deux pilotes vont générer nos émotions. Les émotions positives vont générer des croyances aidantes qui vont nous donner du courage, de l'énergie, de la confiance. Et puis les croyances, les émotions négatives vont générer des croyances limitantes qu'on peut aussi appeler des saboteurs internes. Et ces saboteurs internes, ils proviennent essentiellement de nos expériences, de notre éducation, de toutes les idées négatives qu'on a pu nous mettre dans la tête depuis qu'on est tout petit. On peut reprendre l'exemple de Dominique, avec les idées assez négatives que ses professeurs ont essayé de lui mettre dans la tête. Et puis également, notre petite voix qui nous dit, lorsqu'on est dans une situation donnée, « j'y arrive pas, je sais pas faire, je suis nul, je suis incapable ». Alors le souci, c'est que ces saboteurs internes, ils sont souvent tellement ancrés dans notre cerveau qu'ils nous empêchent même d'essayer.
Alors, il y a quand même un moyen d'essayer de contourner ou de combattre ces saboteurs internes. Vous pouvez faire l'exercice suivant. Vous commencez par faire la liste de tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Ensuite, vous faites la liste de tout ce qu'on a pu vous reprocher ou qu'on vous reproche encore. Vous faites les liens entre ces deux listes et vous aurez déjà la capacité d'identifier une bonne partie des saboteurs internes. Alors, je voudrais vous partager une expérience que j'ai eu le plaisir de vivre avec Dominique, quand on a partagé cette expérience. Je pratiquais le triathlon depuis 1 an et demi environ, et des copains du club me proposent de participer à l'Ironman de Nice. Alors, un Ironman, c'est la plus grande distance en triathlon, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42 km. Je précise, à enchaîner et à faire sur la même journée. Donc à l'époque, j'ai bien rigolé. J'ai dit non, mais c'est inaccessible, jamais je pourrais faire un truc pareil. Et là, c'est ma petite voix interne qui s'est mise en route, mon saboteur, qui m'a dit de toute façon, tu n'es pas capable de faire ça, c'est un truc c'est inhumain. Les personnes qui font ça ont des capacités physiques bien supérieures aux tiennes. Et de toute façon, tu n'auras pas le temps de te préparer. Et puis finalement, je pense que j'ai alors une croyance aidante qui a pris le dessus. C'est peut-être l'envie de relever un défi complètement insensé. Parce que j'étais clairement en train d'activer ma peur de l'échec. Donc cette croyance aidante m'a permis quand même de prendre le départ de cette course. Donc le 28 juin 2015, j'ai pris le départ de l'Ironman de Nice et là j'ai vécu une journée extraordinaire, faite de beaucoup d'émotions. Alors je suis passé par à peu près toutes les émotions. La première, c'était la peur. Il fallait s'élancer en mer avec 2500 autres participants. Ça remue un peu. Dominique peut vous dire, il a assisté, il a cru que c'était un banc de poissons. Et on appelle ça la machine à laver. C'est pour vous donner un peu ce qu'on vit dans les premiers mètres. J'ai aussi ressenti de la tristesse parce que j'avais 2 de mes copains d'entraînement qui ont abandonné et que j'ai vu abandonner quasiment sous mes yeux. Et puis finalement, à la fin, c'était une joie indescriptible lorsque j'ai parcouru les derniers mètres et que j'ai entendu les encouragements de ma femme, de ma fille, ça me perturbe encore, et puis de Dominique et des copains du CJD qui étaient venus m'encourager. Et j'entends encore Dominique hurler, et je me suis même repassé la vidéo il n'y a pas longtemps. Il l'a fait, il l'a fait. En fait, Dominique, vous imaginez que sa voix? Et je pense qu'il ne croyait pas que j'y arriverais, en fait. Il m'a dit, je ne pensais pas que tu terminerais. Alors moi, ce jour-là, j'ai énormément appris. J'ai appris, en fait, qu'on peut faire des choses complètement dingues à son corps, avec de l'entraînement, avec de la motivation, que finalement, il n'y a pas vraiment de limites. Les limites, comme je disais tout à l'heure, c'est celles que l'on se fixe. Et ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai gagné beaucoup de confiance ce jour-là. Et j'ai surtout aussi gagné l'envie de recommencer et l'envie de revivre ces émotions exceptionnelles que l'on peut vivre sur des courses de ce type-là. Alors moi, j'ai beaucoup gagné ce week-end-là, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup perdu. C'est Dominique. Parce qu'en fait, il a déjà commencé par perdre son pari. Il m'avait dit la veille de la course, tu fais moins de 13 heures, je te paye l'apéro, sinon c'est toi qui payes. Donc il a payé l'apéro. Et puis il a aussi perdu une bonne partie des points de son permis, parce que dans la ville de Nice, il y a des radars à tous les feux. Et Dominique n'avait pas vu ces radars, donc il est passé à peu près à tous les feux au rouge, et il s'est aperçu que finalement, il avait quasiment plus de points à la fin du week-end. Donc, c'était quand même assez... c'était un bon week-end, hein, Dominique? On a bien profité. Alors, on a parlé de notre cerveau. Il faut quand même mettre en mode projet, en mode action. Mais pour maintenir notre cerveau dans ce mode-là, il faut nourrir sa motivation. Alors, comment on nourrit sa motivation? Déjà, moi, je considère que la motivation, ce n'est pas qu'une question de volonté. On ne décide pas d'être motivé le matin en se rasant, par exemple. La motivation, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et il faut un certain nombre de paramètres pour construire sa motivation. Je vais vous donner des exemples et je vais les illustrer avec des expériences que vous allez reconnaître forcément. Le premier élément pour pour alimenter sa motivation, la nourrir, c'est définir ses valeurs et ses besoins. Ça, c'est quelque chose de très important parce que quand vous serez dans la difficulté, vous aurez besoin de savoir pourquoi vous êtes lancé dans ce projet, pourquoi vous êtes là. Et ça, c'est quelque chose de vital. Alors, quand j'ai demandé à Dominique de me définir ses valeurs et ses besoins, il m'a dit, quand l'usine a brûlé,
mon besoin, c'était de relancer la production au 1er mars. Je m'étais engagé. Je ne pouvais pas reculer. Il m'a dit que j'avais pris l'engagement auprès de mes clients, auprès de mes collaborateurs, que le 1er mars, on allait produire. Pour lui, c'était essentiel. Il m'a dit que je ne voulais pas que mes clients et mes collaborateurs aient l'impression que je les ai abandonnés. Donc ça, c'était un très gros élément de motivation de Dominique, vous avez pu le remarquer. Il faut porter son attention et son énergie sur ce qui dépend de vous, c'est-à-dire lâcher prise sur tout ce qui ne vous concerne pas ou sur lesquels vous n'avez pas d'impact. Dominique m'expliquait que quand il a créé Charme-Ossature, il s'est concentré sur le choix des machines, la commande des machines, il s'est concentré sur l'obtention de son permis de construire, il s'est également concentré sur le projet de bâtiment, et il a également mis beaucoup d'énergie dans le recrutement de son personnel et puis la recherche de clients. Et il m'a dit, je ne me suis pas occupé finalement, ou très peu, de la partie financement, parce que je ne maîtrisais pas ce sujet-là. Et je ne voulais pas m'en occuper parce que ce n'était pas quelque chose que je maîtrisais. Et pour la petite histoire, quand les banques lui ont accordé ces financements, j'imagine qu'elles doivent être dans la salle, on lui a dit, en fait, vous étiez tellement avancé sur votre projet, vous aviez tellement poussé tous les sujets qu'on était obligé de vous financer le projet. Ensuite, il faut mettre en place des actions quotidiennes et se fixer des objectifs. Alors, les actions quotidiennes, il faut qu'elles soient de préférence simples à effectuer. Alors, si elles sont simples à effectuer, elles sont tout aussi simples à négliger. Et les objectifs, de préférence, il faut aussi fixer des objectifs intermédiaires si vous voulez répartir un peu votre énergie. Alors, si je prends l'exemple du sport, les actions quotidiennes, en ce qui me concerne, c'est planifier toutes les semaines des entraînements dans mon agenda. Et ces entraînements, ce sont des rendez-vous, ce que j'appelle les rendez-vous avec moi-même. C'est des rendez-vous que je ne vais pas bouger, pas déplacer. C'est exactement comme un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous professionnel. Et puis les objectifs, sont les courses auxquelles je peux participer. Et j'ai pu constater que si je n'ai pas d'objectif, les actions quotidiennes, je vais beaucoup plus facilement les négliger. Donc la notion d'objectif est quand même hyper importante. Il faut également s'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent sincèrement. Et surtout, il faut ignorer les sceptiques. C'est quelque chose qu'on fait très bien en France, être sceptique. Dominique me disait, quand j'ai voulu créer Charme-Ossature, il y avait 95% des personnes qui me disaient « Tu vas te planter, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas tes financements. » Alors, j'ai vécu une expérience assez similaire puisque je voulais reprendre une entreprise dans le domaine du transport. J'avais sélectionné cette entreprise parce qu'elle correspondait aux critères de sélection que j'avais choisis. Et puis quand j'ai présenté le dossier à mon avocat, il m'a dit en fait, ce n'est pas pour vous cette société. J'ai eu les mêmes remarques que Dominique. L'entreprise est trop grosse, vous n'aurez pas le financement. En plus, vous ne connaissez pas le secteur du transport, c'est un secteur très spécifique. Vous n'y arriverez pas. Donc, moi, je me suis juste posé la question, je me suis dit, c'est quand même curieux, cette personne qui est juriste est en train de me saboter mon projet pour des questions de financement et de compétences ou de connaissances du marché. Donc j'ai finalement, avec cette expérience, confirmé l'adage qui dit les conseillers ne sont pas les payeurs, puisqu'en fait j'ai eu mes financements et j'ai repris cette entreprise. Donc c'est vraiment extrêmement important de s'entourer des personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous, et puis des personnes qui ne vont pas vous saboter votre projet, donc les sceptiques. Et il faut surtout savoir ce que vous attendez des personnes sur lesquelles vous allez vous appuyer. Là, cette personne était très compétente dans son domaine juridique, mais elle n'était pas en train de me conseiller pour du juridique. Elle me parlait de totalement autre chose. Et puis, il faut mettre du fun, de la passion, du plaisir. Ça, c'est un moteur essentiel. Si Dominique n'était pas passionné par la construction bois, il n'aurait pas créé Charme-Ossature, il n'aurait pas initié le site de Haute-Chaux, il n'aurait pas reconstruit Étalans, ça c'est à peu près sûr. Et puis, dans le sport, c'est pareil. S'il n'y a pas de plaisir, si je ne prenais pas du plaisir à m'entraîner à faire des courses, il y a longtemps que j'arrêterais de faire des courses excusez-moi l'expression, de débile, comme me disent certains. Il paraît que c'est débile, mais bon. Alors, je vous ai parlé de muscler notre cerveau, de nourrir notre motivation. Il y a un sujet que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le sujet de la chance. Alors, personnellement, je crois que la chance n'existe pas. Vous savez, on vous dit toujours, toi, tu as de la chance, tu as réussi dans tel projet, toi, tu as de la chance, tu arrives à prendre du temps pour faire ceci ou pour faire cela. Moi, je crois que la chance, ça se provoque. Et si vous
si on regarde un petit peu, finalement, les personnes qui ont de la chance sont souvent les mêmes, et les personnes qui n'ont pas de chance sont aussi souvent les mêmes. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, Dominique s'en va, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais lui dites pas qu'il a de la chance, car la dernière fois que j'en ai parlé, il m'a dit, si le premier qui me dit que j'ai de la chance, je lui en colle une. Alors évitez le sujet. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, la seule fois où la chance arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Bon, je vais être obligé un peu de me contredire parce que la semaine dernière, je discutais avec une amie qui est infirmière libérale, donc qui intervient chez ses patients à domicile. Et elle m'expliquait, je lui racontais un petit peu ce que j'avais évoqué avec vous ce soir. Elle me disait, figure-toi que j'ai beaucoup de patients et de patientes qui me disent avoir eu de la chance d'être tombés malades. Bien sûr, des patients et des patientes qui sont sortis de la maladie. Elle me dit, ces patients et ces patientes considèrent que si elles n'étaient pas tombées malades, elles n'auraient pas revu leur mode de vie, elles profiteraient aujourd'hui beaucoup moins de ce qu'elles apprécieraient beaucoup moins, elles profiteraient beaucoup moins de la vie, et elles s'engageraient moins dans des choses qui les touchent et qui les impactent. Et j'avais entendu à peu près le même discours dans un reportage d'un rescapé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui disait, en gros, avant, je laissais couler ma vie, je ne me posais pas trop de questions, je laissais aller les choses. Et maintenant, tous les matins, je me demande comment je peux être plus heureux. Et il allait même jusqu'à dire, si je n'avais pas eu cette expérience des attentats, je serais aujourd'hui moins heureux. Alors je pense que ces personnes qui ont envie de profiter plus, qui ont envie de vivre leur vie plus intensément, elles ont surtout envie de ne pas avoir de regrets. Et moi, je pense que le pire dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Il y a quelqu'un qui a très bien parlé de ça. C'est une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware. Bronnie Ware, c'est une dame qui a travaillé pendant des années dans un service de soins palliatifs. Et à l'issue de sa carrière, quand elle a pris sa retraite, elle a décidé d'écrire un livre sur justement les 5 principaux regrets des personnes en fin de vie. Le premier regret des personnes en fin de vie, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Le deuxième regret, j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Le regret qui arrive en troisième position, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage d'assumer et d'exprimer mes sentiments. Le quatrième regret, c'est j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Et le cinquième regret, c'est j'aurais aimé m'être accordé un peu plus de bonheur. Il semblerait que les patients de Bronnie Ware avaient conscience que le bonheur, c'est aussi un choix. Alors j'ai envie de vous dire ce soir, pour ne pas avoir de regrets, je pense qu'il faut tout de suite se mettre en marche et il ne faut pas attendre. Parce que si on reprend la citation de Sénèque, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Et je pense que ça résume bien cette notion de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, pas remettre à demain des choses qui peuvent nous faire plaisir, réaliser nos envies, nos rêves, et pourquoi pas aller au-delà. Et en parlant de personne qui a réalisé son rêve, il y a une personne très inspirante qui a fait un discours, je trouve, très intéressant le 13 août dernier, c'est très récent, sur la réalisation de ses rêves, et je vous laisse le regarder, ça dure quelques minutes. Tony Parker. So my journey started with a big dream. I wanted to dream big. And I wanted to go in the NBA, and I wanted to become the first European point guard to make it in the NBA. And I always tell my kids, dream big. And when you say your dream to somebody, and he's not laughing at you, you don't dream big enough. And so when I was in France, they will always say, oh, you're too small, you're too skinny, you will never make it. But I'm the one who's laughing now. Je sais pas, Dominique, je sais pas s'il m'entend, mais tu vois, Dominique, même Tony Parker, on lui a dit qu'il n'y arriverait pas. Dream big. Si tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il ne te rit pas au nez, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Moi, j'adore cette phrase. Parce que moi, on m'a souvent ri au nez quand je raconte ce que je vais faire en course ou autre.
Je pense que Dominique, il y en a aussi qui ont dû rigoler quand il a dit « je vais reconstruire l'usine et le 1er mars on produira ». Donc je trouve que cette intervention résume bien les choses. On a tous et tous, c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer ce soir avec Dominique, on a toutes et tous des capacités à faire des choses incroyables. On ne le sait pas forcément, il faut juste essayer. On a toutes et tous la possibilité d'initier des projets qui nous tiennent à cœur, mais que finalement on n'ose pas lancer, mais il faut, je pense, le faire, il ne faut pas attendre. Et puis surtout, on a toutes et tous le droit de s'autoriser à rêver grand, comme l'a dit Tony Parker, parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je vous remercie de votre attention. Merci.